Bonjour, bienvenue à notre formation. Je me présente, je suis Annie Drapeau. Je travaille pour le consortium, mais je suis chargée du programme d'éducation physique et bien-être. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la littératie financière. Bonjour, je m'appelle Annie Savard, je suis professeure de didactique des mathématiques à l'Université McGill à Montréal. Depuis plusieurs années déjà, j'effectue de la recherche en éducation financière. Bienvenue. Prenons quelques minutes pour la reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8 des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Le consortium provincial s'engage à accompagner notre communauté dans ce processus. Alors parlons des liens avec le curriculum de nos activités. Évidemment, les prises de décision financières éclairées qui contribuent au bien-être des groupes, des personnes et des communautés. C'est vraiment l'idée organisatrice qu'on retrouve à tous les niveaux. L'objectif ici, les élèves montrent comment la planification, alors planification peut soutenir les objectifs financiers. Alors, on parle d'un budget, des composants d'un budget, puis on va aussi parler de plan d'épargne à court terme et à long terme selon nos besoins. Alors, les objectifs de compréhension, de connaissance que nous allons voir à travers cet objectif d'apprentissage. D'autres habilités et procédures, examiner les facteurs qui influencent les choix des consommateurs, parce qu'on va parler de choix. Alors, être capable de faire des décisions lorsqu'on fait des choix et connaître un petit peu ce qui va influencer nos choix. On a aussi ajouté à ça d'autres objectifs du programme d'éducation physique et bien-être qui sont les relations saines et la sécurité. Alors, des objectifs qui nous permettent, évidemment, parce qu'on va avoir du travail de groupe à faire, comment avoir des relations saines et connaître comment régler les conflits, et en sécurité, parce que dans certains cas, on doit réfléchir aux conséquences qu'elles ont sur le bien-être. Alors, dépendant des choix qu'on va faire dans nos activités, il y a un objectif de sécurité qui est touché. On est allé aussi chercher des objectifs du programme de mathématiques. Au niveau de la statistique en cinquième année, la science de la collecte, de l'analyse, de la visualisation, de l'interprétation des données qui peut éclairer la compréhension et la prise de décision. Alors encore, justement, prise de décision, s'éclairer. On parle de fréquence dans les données catégorielles. On a aussi quelque chose qui va venir à un moment donné au niveau de l'addition des nombres, additionner, soustraire des nombres à l'intérieur d'un million avec des nombres décimaux parce qu'on parle d'argent, on va parler de budget. Donc, il y a toujours la possibilité d'aller chercher puis d'aller pousser davantage la mathématique à l'intérieur de ça. Au niveau du français, on parle de production de texte et les étapes, les processus de production de texte nécessaires pour produire et présenter différents genres de textes. Alors, c'est un objectif qu'on est allé chercher, puis vous allez voir dans les activités qu'on va vous expliquer, il y a un moyen d'aller le chercher. L'introduction de l'unité. Alors, dans notre unité qui couvre passablement tout l'ensemble de l'objectif de littératie financière, on a planifié 4 activités. 4 activités comme ça, pas comme ça, comme ça. 1, planifier une fête. 2, relever les dépenses et les revenus, qui est une autre activité. La 3e, qui est de planifier une sortie. Et la 4e, qui est l'étude du budget. Puis vous allez voir dans notre présentation, on va relier 2 et 4 ensemble parce qu'ils se vont ensemble, mais c'est dans l'ordre où on doit, probablement, dans l'ordre où on vous suggère de les mettre en place en salle de classe. Voici maintenant la présentation de l'activité 1, la planification d'une fête. Donc, comme mise en situation, l'enseignant va animer une discussion sur la planification d'une fête. Il va par exemple demander aux élèves s'ils ont déjà participé à une fête ou à un anniversaire.
il va demander des précisions. En quoi consistait la fête? Qui était fêté? Qui est invité? Est-ce qu'il y avait un décor ou un thème de fête? Et est-ce qu'il y avait des activités qui ont été réalisées dans le cadre de cette fête? On va également parler de ce qui a été bu et ce qui a été mangé lors de la fête. L'enseignant va ensuite proposer aux élèves d'organiser une fête. Ça peut être un événement réel qui peut se tenir dans l'école ou tout à fait factice. Donc, c'est vraiment une proposition de fête. Nous proposons un montant de 250 pour planifier la fête, mais selon le jugement de l'enseignant, le montant peut être vu à la hausse ou à la baisse. Donc, lors du développement, l'enseignant va animer une discussion à grand groupe pour déterminer collectivement le but de la fête, le nombre d'invités, le décor ou le thème, les activités qui seront faites, hein? Est-ce qu'il y a une pinata par exemple, et qu'est-ce qui sera servi à boire et à manger. Ici, là, on a imaginé une activité de co-construction collective. Bien sûr, l'enseignant peut décider si l'occasion le permet, qu'il peut y avoir 2 ou 3 groupes, puis chacun organise la fête avec le même budget, une fête différente, par exemple. C'est à votre jugement. Mais nous, tout d'abord, on a pensé à dire, bon, c'est une activité d'introduction, donc on va suivre les élèves d'un peu plus près. Donc, on propose de projeter une feuille de tableur pour noter, prendre en note, hein, qu'est-ce qui est discuté avec les élèves, qu'est-ce qui sera dépensé, de quoi avons-nous besoin pour organiser la fête. Est-ce qu'on va avoir besoin de gâteaux? Est-ce qu'on va avoir besoin de ballons? Et on va vraiment déterminer les postes de dépenses. Il faut aussi déterminer combien il y aura d'invités parce que ça a une influence sur les items, hein, la nourriture qui sera servie, par exemple. Donc, en petits groupes, les élèves vont effectuer une petite recherche pour déterminer le coût de ces postes de dépenses. Donc, chaque groupe, hein, chaque poste de dépense va être étudié par les élèves. Toute proposition doit être justifiée par les enfants. Par exemple, si les élèves disent « nous allons attribuer 12 pour acheter du jus », ben il faut qu'ils nous expliquent, ben nous allons servir du jus aux 6 personnes qui feront partie de la fête, incluant l'invité. Et 1 litre de jus coûte 4 donc nous pouvons en acheter 3 litres pour un total de 12 Donc, nous voulons des justifications à teneur mathématique, hein, pour expliquer le poste de budgétaire. Okay? Tout ça est lié. Et là, c'est intéressant parce que les élèves peuvent avoir des discussions, dire, mais finalement, le jus coûte trop cher, peut-être qu'on pourrait servir de l'eau ou un autre type de jus qui coûte moins cher. Donc, ça va amener des discussions non seulement mathématiques, mais des discussions financières. C'est ce que nous voulons que les élèves réalisent, que lorsqu'on organise, il y a un coût, hein, relié à l'organisation d'une fête. Par la suite, lorsque les élèves vont avoir déterminé des postes de dépenses, hein, les montants attribués aux postes de dépenses, bien là, on va avoir une discussion à grand groupe. Les élèves vont présenter justement leur poste de dépenses. Hein. Nous avions les boissons, nous avons déterminé le jus, ils doivent expliquer pourquoi aux autres. Et par la suite, l'enseignant va animer une discussion sur dire, mais est-ce que les montants, est-ce que on en a assez avec 250 oui ou non? Et là, il va falloir négocier avec les élèves. Parce que peut-être que l'équipe du gâteau, hein, qui a dit notre gâteau coûte 60 nous, ça nous prend le gâteau absolument. On préfère qu'il n'y ait pas de croustilles parce que nous, on veut servir le gâteau qu'on voulait. Donc, il va y avoir de ces négociations-là. Et tout ça, c'est simple parce que c'est la prise de décision économique qui est importante ici. Donc, on fait des choix. Les ressources sont limitées. Nous avons un montant alloué et comment le dépenser de façon judicieuse et qui satisfait tous les gens qui y participent. Donc, pour cette situation, nous avons monté des fichiers Excel pour vous, des tableurs, afin d'aider les élèves et de vous aider à justement projeter et à faire les calculs. Ça peut être une belle occasion de travailler le tableur Excel avec les élèves pour leur expliquer comment est-ce qu'on a monté le tableur.
Le but de la situation n'est pas de monter les tableurs, mais si ça devient un besoin dans votre classe, vous pouvez l'exploiter assurément parce que ça va être utile pour les élèves d'utiliser des tableurs dans d'autres situations mathématiques ou en relié à l'éducation financière. Donc, la première activité, c'est vraiment une co-construction pour se donner des outils de réflexion, des connaissances afin de poursuivre la suite de notre séquence d'activités. Voici maintenant la présentation de l'activité 2 et de l'activité 4. L'activité 2 porte sur les revenus et les dépenses des élèves, alors que l'activité 4 porte sur le budget. L'activité 2, qui est le relevé des dépenses et des revenus, met en place l'utilisation d'un tableur qui, à notre avis, devrait être fait pratiquement en parallèle ou même peut-être avant la première activité. Au moment où on introduit le tableur, on pourrait remettre aux élèves leur tableur qui va se servir pour l'unité 2. Donc, notre progression d'activité, où on a l'activité 1 qui se fait en grand groupe, l'activité 2 et 4 qui est vraiment plutôt individuelle, mais dans le 2, on doit le guider dans les premiers temps. L'activité 3 qui est une activité de petits groupes et l'activité 4 qui va être une activité vraiment individuelles ou qui doivent réfléchir sur leur propre budget. Et l'activité 4 doit se dérouler après quelques temps parce qu'on veut permettre aux élèves d'accumuler de l'information. Donc, ça ne se fait pas tout de suite l'une après l'autre, c'est réparti dans le temps, sur quelques mois durant l'année scolaire. Donc, regardons maintenant la mise en situation de l'activité 2. Donc, on peut faire un rappel de la planification de la fête. Et lors de la planification de la fête, il y avait d'abord une estimation des dépenses et ensuite, il y avait une petite recherche pour calculer combien effectivement ça nous coûterait. Et l'enseignant peut revenir et demander si c'était facile ou difficile d'estimer, de monter les dépenses, de monter le budget pour organiser une fête. Il peut questionner les élèves en leur demandant s'ils savent combien d'argent ils dépensent par mois. Puis, s'ils reçoivent ou épargnent de l'argent par mois. Ici, l'important n'est pas tant de savoir les montants, plutôt que de savoir s'ils le savent. Nous, on veut que les élèves se questionnent à savoir d'où vient mon argent et où va-t-il? Okay? Quels sont mes revenus? Quelles sont mes sources de revenus? Parce que les élèves ont quand même des sources de revenus. Quels sont mes objectifs d'épargne à court ou à long terme? Est-ce qu'ils en ont? Peut-être que c'est la première fois qu'ils vont entendre parler d'objectifs d'épargne. Donc, c'est une habitude saine à apprendre, effectivement. Donc, nous, on veut vraiment, dans cette activité, que les élèves se questionnent sur l'argent qui entre, le revenu, et l'argent qui sort. Ici encore, nous ne sommes pas dans le jugement, c'est seulement le fait de savoir qui permet par la suite de planifier et de prendre de meilleures décisions. Parce qu'on connaît la réalité, on a des élèves qui ont une allocation donnée par les parents, il y en a qui n'en ont pas, il y en a où c'est les parents qui leur donnent l'argent quand ils en ont besoin. Donc, tout ce qu'on veut commencer à faire, c'est un peu de prendre en note où sont nos dépenses, où sont nos revenus, en utilisant le tableur qu'on vous a préparé ou un autre que vous voulez utiliser. Alors, sur le tableur qu'on a utilisé, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du tableur. Alors, le tableur que je vous présente, ou qu'on vous présente, c'est, on a trouvé plusieurs, mais ce qu'on aimerait éventuellement, c'est, et je ne l'ai pas créé sur 12 mois ou sur 10 mois d'école, mais parce qu'on veut que les élèves l'apprennent. Alors, il y a un onglet gabarit qui est, en général, il y a l'onglet de septembre pour commencer. Donc, c'est vrai qu'on vous suggère de commencer cette activité-là en septembre, puisque, comme on vous disait tout à l'heure, ce serait bien qu'ils prennent des données sur au moins 2, 3 ou 4 mois, dépendant, parce que dans certaines de vos écoles, vous savez que votre population ont peut-être moins de dépenses, moins de budget. Dans d'autres écoles, c'est plus grand. Donc, vous allez pouvoir juger la vitesse à laquelle le tableau se remplit. Et c'est quelque chose qu'on va demander régulièrement. Avez-vous rempli votre tableau cette semaine? Avez-vous rempli votre tableau cette semaine? OK, c'est vendredi, on a un peu de temps libre, tu remplis ton tableau, c'est une tâche à faire. Alors, au niveau du tableau, on a le budget, ce qu'on pense dépenser.
ce qu'on arrive à dépenser, puis il va même calculer la différence. Alors, on a de côté revenu, il y a un menu déroulant et on va pouvoir choisir sur le menu déroulant si on a d'où viennent nos revenus. Et puis, donc, c'est les allocations, c'est les tâches qu'on a fait, c'est les dons, les cadeaux. Donc, ils vont pouvoir choisir ou autre, évidemment. Et au niveau des dépenses, c'est la même chose. D'où sont nos dépenses? Et on a des dépenses de nourriture, des dépenses d'électronique, des dépenses au niveau de la lecture, des divertissements, ça peut être des cadeaux. Moi, je donne des cadeaux, je fais des dons. Alors, c'est un petit peu... Sur le menu, il y en a, évidemment, il y a toujours autre pour qu'on puisse... Mais comme vous avez accès à faire votre propre copie du tableur, vous pouvez ajouter puis le justifier quand vos élèves vous diront, peut-être qu'ils vont dire, ah, mais on a ça, puis vous y pensez. Il est totalement modifiable. C'est à vous on vous le donne pour le préparer. Les formules sont là. Alors, il vous restera juste à vous le façonner à votre façon. Donc, c'est important le tableur de bien l'utiliser et de réfléchir à quel moment ça peut être le plus pertinent. Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas nécessairement d'allocation régulièrement, mais qui vont recevoir des dons à des fêtes, entre autres. Des fêtes comme Noël ou d'autres fêtes religieuses. Donc, ça peut être intéressant, justement, de cibler ces moments-là où est-ce que les élèves ont plus d'argent ou, au contraire, ont plus de besoins de dépenses. Également, à penser, c'est que les élèves les rendre conscience de retracer leur argent est une habilité fondamentale pour quiconque désire tenir un budget. Donc, c'est fondamental que les élèves sachent comment procéder. Comme ça peut être long et fastidieux parce que c'est à chaque jour qu'il faut se questionner. Est-ce que j'ai reçu une rentrée d'argent? Est-ce que j'ai dépensé? Nous, on a voulu faciliter en mettant des menus déroulants pour permettre aux élèves justement d'éviter une lourdeur. OK? Et on voudrait qu'ils soient à disposition des élèves à la maison. Bien sûr, on va faire des rappels en classe, mais idéalement, c'est qu'on veut que les élèves se l'approprient parce que les occasions de dépenser la fin de semaine sont plus grandes. Donc, on voudrait quand même qu'ils l'utilisent la fin de semaine. Donc, ça, c'est vraiment une saine habitude à instaurer parce que quand on ne sait pas combien d'argent on a ou où va-t-elle, c'est difficile par la suite de planifier. Planifier à long terme, justement, parce que si je dépense la fin de semaine, j'ai oublié qu'il ne me reste plus assez d'argent pour planifier dans ce qui s'en vient. Donc, au niveau du développement de notre activité, oui. Alors, on montre le tableur pour tracer les dépenses. Et ce qui est intéressant, c'est justement, tu parlais d'une fête. Moi, je sais que ma fête, c'est la semaine prochaine. Alors, dans mon budget, je sais que d'habitude, ma grand-mère me donne un montant, mon oncle me donne un temps. Alors, je pourrais écrire ce que je pense qui va être mon revenu. Qu'est-ce que ça va être actuellement? Mais c'est vraiment la belle place pour faire la comparaison en disant les dépenses, les revenus et que je pensais ou ce qui est... je sais pas, mais j'ai des cousins qui sont arrivés puis ils m'ont donné de l'argent puis je m'y attendais pas. Donc, avoir un petit peu plus. Alors, chaque élève va faire une copie de son tableau dans son environnement numérique. Oui. Et on va leur montrer comment dupliquer la page pour qu'il y ait pouvoir octobre, novembre, décembre. Puis, je dirais vraiment de se rendre au moins jusqu'à décembre à retracer. Parce que l'activité qui vient en culmination après, on a besoin qu'il y ait assez de données pour pouvoir en faire quelque chose d'assez important. Oui, parce qu'un mois, ce n'est pas assez, ce n'est peut-être pas représentatif. Si on prend le mois de décembre, par exemple, où est-ce que l'élève fait peut-être des cadeaux, donc il y a peut-être plus de dépenses. Par contre, dans un autre mois, peut-être qu'il y a plus de rentrées d'argent en janvier parce que l'élève a une tâche, il va pelleter chez le voisin, il reçoit un petit montant d'argent en échange du service. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit le plus représentatif possible et idéalement, c'est un minimum de 3 à 4 mois avant d'aborder la deuxième partie. Donc, ça, c'est vraiment notre activité 2. Un travail de longue haleine. Oui. Et c'est important de faire rappeler aux élèves le tableau. Et il se fait en parallèle. Alors, on l'introduit avec notre activité 1, mais il se fait en parallèle de l'activité 3. Oui. Parce que
pendant qu'on fait l'activité 3, il faut quand même leur rappeler qu'il y a ça de côté à faire. Et j'inviterais les élèves à montrer leur tableau à leurs parents parce que ça peut être un outil fort intéressant de savoir où va son argent et de pouvoir faire des décisions, Ben, prendre des décisions en disant, ben peut-être qu'ici, je mets trop d'argent dans ce poste de dépense-là, je préférerais en mettre ailleurs. puis, ou même aussi pour justifier de pourquoi je voudrais avoir un petit peu plus d'argent parce que j'ai un Oui, objectif à long terme. Et voici comment j'ai été capable de bien gérer ce que j'ai jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment des outils pour les aider à planifier. oui, et c'est un outil, comme il se complète à la maison, ça fait vraiment un lien avec l'école et les familles, Mhm. OK, sans être une menace. Ici, il n'est pas question de porter de jugement si l'enfant reçoit de l'argent ou pas. C'est seulement, toute réponse est acceptable. Puis un élève qui dirait, ben moi, je ne reçois pas d'argent, j'ai pas d'allocation, j'ai pas de tâche, peut-être que ça va lui porter à réfléchir, quels sont mes moyens de gagner de l'argent? Comment est-ce que je pourrais me procurer de l'argent? Parce que, de par expérience, les élèves se posent ces questions-là. Comment est-ce que je pourrais avoir de l'argent? Mhm. Et si l'élève n'a vraiment pas aucune rentrée d'argent, vraiment, À moins que l'élève dise, ben moi, en fin de semaine, je suis allée, puis ma mère m'a acheté des souliers, ben c'est tes dépenses, c'est des souliers, tu peux le rentrer dans tes dépenses. Alors, des choses qui sont pour toi, même si c'est tes parents qui payent, je suis allée, on m'a acheté un cornet de crème glacée, ben c'est tes dépenses. Si tu avais tes sous à toi, ce serait tes dépenses. Alors, fais ton budget en relation avec ce que tes parents payent pour toi oui. à ce moment-là, si toi, tu n'as pas d'autres revenus. Bien, à ce moment-là, la colonne de revenus est vide et on dit, c'est mes parents qui m'ont payé, par exemple, un cornet de crème glacé, qui m'ont payé un chandail. Et là, ça va donner une idée des dépenses personnelles, même si ce n'est pas l'argent de l'élève. Mhm. OK? Attention, on ne rentrera pas tous les factures d'épicerie et tout Ben ça, non, là. non, non, On non. va y aller pour vraiment l'élève, soit du divertissement, soit de l'habillement, soit des loisirs ou Et des choses qui vont relier à leur désir. Alors, je voilà, suis allée magasiner avec mes parents, puis on faisait l'épicerie, puis oh, j'aimerais tellement que tu m'achètes les barres de crème glacée. Ben tiens, mettons les barres de crème glacée comme tes dépenses à toi. Parce que c'est ce voilà. que tu voulais. Et c'est pour toi. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une façon de faire de la différenciation sans pénaliser l'élève et sans porter de jugement. Parce qu'ici, ce qu'on veut éviter, c'est justement porter des jugements sur les situations familiales des élèves et de leur famille. C'est vraiment à éviter. Nous, ce que l'on veut, c'est que l'élève puisse réfléchir à les entrées d'argent, les entrées d'argent et les sorties d'argent. Mhm. L'activité 4 est en fait la consolidation de l'activité 2. C'est ça. Alors, après avoir gardé sur notre tableur euh, nos dépenses, nos revenus, on va maintenant parler de les interpréter. Oui, De les calculer, de faire des proportions. On pourra même se faire des graphiques, quelle partie de mon argent va où. Donc, c'est toute une partie. Quelle proportion de mes revenus est utilisée pour l'épargne? Est-ce que j'épargne? donc ici, c'est une belle occasion de faire des mathématiques. On parle de proportionnalité. Donc ici, ça a tout son sens de voir quelle portion de mon revenu est attribuée à telle dépense. Et là, ça fait réfléchir. Parce qu'actuellement, nous, on s'attend à ce que les élèves, leurs dépenses soient davantage vers le loisir, le divertissement que vers l'habillement ou l'hébergement ou les factures d'épicerie, malgré qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même des gâteries, hein? J'espère. Donc, c'est de les apporter à réfléchir dès le départ à voici mon portrait actuel. Et les mathématiques nous permettent justement de faire des moyennes. J'ai combien de revenus par mois sur 4 mois? Quel est mon revenu mensuel? Quelles sont mes dépenses mensuelles? Quelles sont mes dépenses mensuelles pour chacune des catégories de dépenses, hein, des postes de dépenses? Et c'est intéressant peut-être de discuter, non pas des montants, mais des proportions avec les Ouais. élèves. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on évite les jugements. Moi, j'ai dépensé 200 $ en moyenne sur telle chose. Bon, je dis un montant, c'est peut-être élevé. Mais si je dis 50 de mon budget est sur la nourriture,
Ah, ben là, on reste quand même neutre et on peut discuter et amener les élèves à comparer. Qui a plus de 50 de son budget, ses revenus consacrés à la nourriture ou consacrés au divertissement? Et puis, on arrive au point où on se dit, tiens, non, j'ai dépensé plus que ce que j'avais ce mois-ci. Ah, ça peut arriver! Qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas dépenser, mais évidemment, si à chaque fois que je sors, je compte les dépenses que ma mère me paye, mais peut-être que cette fois-ci, maman, tu me payerais tout ça parce que j'ai plus d'argent. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à épargner et à se créer un budget pour possiblement économiser Mhm. pour des objectifs à plus long terme? Parce que c'est beau d'avoir des sous puis de le dépenser. J'ai eu mon allocation, je la dépense cette fin de semaine, mais là, j'arrive et moi, j'aimerais ça, je veux m'acheter un nouveau jeu pour un nouveau jeu vidéo, je veux m'acheter des applications sur ma tablette, puis j'ai plus de budget dans ma carte. Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'apprendre à économiser. Puis c'est aussi une chose qui est importante Mm. en bas âge, parce que, évidemment, si on comprend notre programme d'éducation physique et bien-être, si on comprend la littératie financière en bas âge, le but, c'est de créer des gens qui vont être des adultes qui vont être capables de raisonner, de réfléchir et de prendre des décisions éclairées. Et c'est ce qu'on veut en y arriver avec le budget, c'est ce que le budget veut faire dans notre groupe de 5e année. J'aime beaucoup ton intervention, Annie, parce que en fait, ça relié carrément au bien-être. Mhm. Et ici, l'élève qui réalise que, finalement, il ne dépense pas autant, ça lui permet une réflexion critique et ça décroît peut-être une certaine anxiété de dire, je suis capable de m'en mettre de côté pour un projet, Mhm. un objet ou une sortie à me payer que je serai capable de payer. Et même en proportion, par exemple, si je veux tellement avoir mon téléphone avant de rentrer au secondaire, Mhm. je sais combien, j'ai fait de la recherche pour savoir combien le téléphone coûte, mais là, je suis capable de payer une partie, puis, tu sais, je demande un téléphone, mes parents me disent, non, non, tu peux pas l'avoir, mais si je dis que je peux en payer une partie, puis leur démontrer comment je sauve de l'argent pour arriver à en payer une partie, Mhm. il y a cet aspect-là aussi qui donne Une autonomie. c'est ça. L'autonomie financière. Mhm. OK? C'est comme ça que ça se prépare. Donc, nous vous invitons à l'exploiter en classe avec les élèves sur du long terme. Et pour nous, c'est vraiment cette séquence d'enseignement, spécifiquement les activités 2 et Mhm. 4, c'est vraiment pour permettre aux élèves de se projeter et de faire des choix éclairés pour les préparer à faire un budget plus tard en 6e année. Ouais. Alors, pour l'activité 3, mise en situation de l'activité 3, on va demander aux élèves de se rappeler des sorties qu'ils ont déjà fait. On va leur faire une liste de différentes sorties scolaires qui sont possibles de faire, qu'on souhaiterait faire cette année. Dans le fond, cette activité-là pourrait être très réaliste, si on veut. Ça pourrait être l'activité de début qui dit, on veut faire une sortie de fin d'année, vous allez nous chercher ce qu'on a besoin pour choisir quelle activité. Donc, c'est un peu le but. On va travailler en groupe de 2, peut-être un groupe de 4. On vous laisse le soin de choisir comment vous voulez regrouper vos élèves pour travailler là-dessus. Un lien ou un dossier qui va vous aider, qui nous vient du ministère de l'Ontario, où ils ont travaillé beaucoup la littératie financière et ils ont plein de dossiers qui sont là. On en a modifié quelques-uns que vous allez voir dans les liens dans le guide de l'enseignement. Mais ce dossier-là, je tenais quand même à mentionner qu'on est allé chercher des choses qui viennent d'eux. Alors, les élèves forment un groupe. Ils déterminent la sortie qu'ils veulent planifier. Alors, ils doivent planifier une sortie. Le budget, comment ça coûte, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il doit entrer en situation. Comme on parlait justement au niveau de sortie, quels sont les éléments de sécurité qui vont être dans ça. Ils doivent déterminer des montants exacts, le nombre de personnes impliquées et toujours en utilisant un tableur. Puis ensuite, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent préparer. Ils vont présentationner, c'est ce que je voulais dire. Ils vont faire une présentation de leur budget et un argument persuasif pour déterminer pourquoi
leur sortie devrait être celle que la classe va choisir pour la fin de l'année. Donc, à la fin, on anime cette présentation des résultats. Et lors des présentations, les élèves peuvent prendre des notes, justement, pour dire, ben, regarde, ils m'ont dit, celle-là est intéressante. Moi, j'avais choisi celle-là, mais je veux voir ce que ça, pour voir quels sont les coûts totaux au tableau. Alors, on peut faire un comparatif. Comme enseignant, on pourrait prendre tous les budgets de chacun pour les sorties et les mettre en comparaison pour que les élèves puissent avoir un comparatif de qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent choisir, puis évidemment, arriver en conclusion à ce que l'ensemble des élèves s'entendent sur une sortie. Alors, nos notes à l'enseignant, nos ressources. Oui. Si on passait à l'activité 1, qui est la planification de la fête, qu'est-ce qu'on voudrait rajouter sur cette activité-là? Bien, l'activité 1, c'est notre locomotive, de toute la séquence. Donc, c'est là qu'on va mettre en place des compréhensions communes, qu'on va créer le besoin de planifier de l'argent, de montrer que on doit planifier des dépenses, mais il faut planifier d'avoir assez d'argent aussi. Puis j'irais même aussi construire le vocabulaire. Tout à fait. Tu parles de postes de dépenses, on parle de tableur, on parle de budget, de revenus. Oui. Alors, je pense... Fonctionnement du tableur également. Exactement, oui. Donc, ici, c'est un premier contact, toute la classe ensemble, vers un but commun. Donc, au niveau de l'activité 2 et 4, qui est de parler le budget, ce qu'on pourrait ajouter, qu'est-ce qui va vraiment... Parce que l'activité de 1, c'est vraiment, on parle de le finir en grand groupe. L'activité 2 et 4, c'est vraiment individuel, qui se fait en parallèle. Mais il n'empêche que c'est possible lorsqu'on présente le tableur aux élèves, de leur demander, avant même de montrer le tableur, quelles sont les sources de revenus possibles pour un élève de votre âge. Et si je ne m'adresse pas à l'élève, quelles sont tes sources de revenus? Mais je parle de façon générale, quelles sont les sources possibles? Et je pourrais les lister au tableau et ensuite faire un parallèle avec le tableur. Et si je m'aperçois qu'une source de revenus, par exemple, des élèves m'ont dit, ben écoute, moi, je m'achète des objets, puis après, je les revends, fait que ça me fait des revenus. Donc, si c'est une pratique courante, bon, ben peut-être qu'on pourrait soi-même la programmer dans le tableur parce que ça éviterait aux élèves de toujours écrire autre et tout ça. Parce que j'ai vu maintenant avec l'accès aux médias sociaux, on a Marketplace sur Facebook, oui. Les élèves vont aller vendre des jouets qu'ils n'utilisent plus pour pouvoir se permettre. Donc, c'est une source de revenus qu'on n'a pas mentionnée dans... Tout à fait. Mais si on a des élèves qui le font, c'est des choses qu'ils peuvent aller mentionner dans le tableur, puis on peut rajouter dans notre menu déroulant. Et j'ai vu des élèves entrepreneurs qui créaient et qui vendaient leur création, des petits bracelets, de ce genre de trucs, des petits étuis à crayon. Donc, ça donne des idées parce que c'est une préoccupation des enfants. Comment est-ce que je peux me procurer de l'argent? Parce qu'ils veulent consommer. Ils sont des consommateurs. Donc, c'est une préoccupation. Comment en avoir plus sans demander à mes parents? Exactement. Alors, au niveau de l'activité 3, qui est la planification d'une sortie de fin d'année, ce qu'on peut ajouter, je sais qu'on essaie de leur demander de regarder toutes les dépenses possibles. Une dépense à ne pas oublier, c'est le transport. Si leur activité, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, il y a un transport. Est-ce que c'est le transport en commun? Est-ce que c'est l'autobus scolaire? Ou est-ce que c'est loin? Est-ce qu'on doit rester à l'hôtel? Ou à quelque part, on va camper? Donc, il y a toutes ces parties-là de comment on se déplace, où on va, les dépenses où on va, le coût à l'entrée. Mais ça tient en compte de la logistique. Tu parlais de transport, de l'hébergement, mais il y a des repas peut-être associés à ça. Donc, tout cet aspect logistique, planificatif est important pour les élèves. Ça les rend beaucoup plus autonomes. Ça leur donne un œil averti lorsque vous allez sortir également avec eux. Puis là, je t'écoute parler de l'aspect logistique, puis des dépenses, des repas, des ça. Mais là, je me dis, si à la fin, ils doivent présenter ça, puis que moi, comme élève, je vais voter pour celui qui est le moins cher. Mais est-ce qu'à l'intérieur de cette recherche-là, ils ne peuvent pas aussi trouver des sources de financement? On a une société de parents dans l'école. Est-ce que la société de parents est prête à donner un montant au groupe de 5e année pour faire une sortie de fin d'année? Est-ce qu'on peut faire des levées de fonds? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en tant
qu'élève d'école, je sais pas moi, en hiver, le groupe de 5e année va aller pelleter chez les voisins autour de l'école pour ramasser des fonds pour payer leur alors je pense que si on veut pousser, si on a un groupe qu'on voudrait vraiment faire peut-être plus de différenciation chez un groupe, je leur dirais, ben, allez pousser vers une sortie qui est peut-être plus dispendieuse, mais chez laquelle vous allez être capable d'aller chercher des revenus pour aider à baisser le prix qui va faire qu'un autre. Tout à fait, et ça rejoint la préoccupation, comment avoir plus d'argent. Mhm. Donc, on a traité comment avoir plus d'argent au plan individuel, mais là, au plan collectif, pour une cause, et que ce Mhm. n'est pas pour moi personnellement, même si ça va, au final, baisser le coût de revient individuel. Et Exactement. ça, c'est fondamental parce que les levées de fonds, ça va aussi dans le communautaire, dans les organismes. Et on va éviter, par exemple, en éducation financière, à ce que les élèves peuvent planifier à des dons financiers. Mhm. Donc, en levée de fonds et en donnant, ce sont deux aspects citoyens qui sont intéressants Puis ce qui à est intéressant, couvrir. c'est aussi lorsqu'on parle de relations saines, on parle aussi de relations à l'intérieur de la communauté. Tout Donc, on à irait fait. chercher déjà là un autre objectif d'apprentissage à notre chose. On a référé un peu au long de la présentation aux notes de l'enseignant ou au guide de l'enseignement, je Mhm. m'excuse. Alors, sur ce guide de l'enseignement, à la fin, vous allez trouver toute une liste de ressources. On a mentionné le ministère de l'Ontario qui a développé plein de choses, plein de leçons sur comment utiliser un tableur, comment montrer Mhm. comment des formules à l'intérieur du tableur, et fait exactement pour des élèves de 5e année. Il y a d'autres sources qu'on a trouvées. Le gouvernement du Canada, Oui. qui a plein de choses sur le Revenu Canada, est accessible à des élèves, même des élèves de 5e année. La Mhm. Caisse populaire des jardins qui Mhm. a... Alors, il y aura une liste de ressources que vous pourrez aller consulter, et même que certaines de ces ressources-là, vous pourriez les présenter ici et là au cours de la session pour essayer de comprendre davantage, justement, se faire un budget ou planifier. En terminant, je vous dirais que même si on parle de finances personnelles ici ou de finances de groupe, il y a quand même les notions économiques qui sont là. Les ressources sont limitées. Donc, comment avoir des ressources et comment les utiliser à bon escient? Et que chaque dollar dépensé ne peut être dépensé qu'une fois. Mhm. Donc, si j'attribue 1 dollar à l'achat d'un aliment, je ne peux pas prendre ce même dollar. Ça m'en prend un autre si je veux acheter autre chose. Donc, c'est un peu ces principes économiques-là qui sont sous-jacents à nos leçons afin que les élèves effectuent les meilleurs choix. Parce que, comme tu le dis, c'est vraiment la prise de décision Mhm. éclairée Yeah. en vue de son bien-être. Mais le bien-être, comme nous le voyons, c'est aussi le bien-être de la communauté. Exactement. Alors, ben, sur ça, bon travail.